Bonjour à vous et soyez le bienvenu dans une nouvelle vidéo de la série sur le micronutriments. Aujourd'hui, je vous propose de devenir un expert sur ces minéraux qui est si important pour nous, le fer. Je vais vous montrer quels sont les meilleurs aliments, les meilleures sources de fer, on sait que le pire, et peut-être vous choquer un peu. Je vais vous montrer les fonctions du fer, ses dangers, comment il fonctionne et ça va être très intéressant. Et donc, si ce genre d'informations vous intéresse, vous pouvez déjà me laisser votre like pour me motiver et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste étudieuse de la science nutritionnelle. Je suis également la fondatrice de maigredéfinitivement.fr et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France depuis 2016. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute depuis 3 ans, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et cela basé sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible actuellement, coûte qui coûte, de façon simple et directe, et le tout basé sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible actuellement. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler de cet élément qu'est le fer. Le fer est un élément chimique et en termes de masse, il est l'élément le plus commun au monde. En termes biologiques, il est absolument essentiel pour la vie. Dans le corps humain, le fer a un rôle crucial dans le transport d'oxygène dans le sang et également pour cela, un rôle crucial dans le métabolisme d'énergie. Il est crucial pour la vie, tout simplement. Les plus grands stocks de fer dans notre corps est dans notre foie. Mais la plupart du fer reste en mouvement dans le cœur, dans les hémoglobines qui transportent l'oxygène. Et c'est très intéressant parce que dans notre sang, nous avons les globules rouges, comme nous le savons tous. Et ces globules rouges transportent ces fers qui transportent l'oxygène qui vient du poumon pour les envoyer dans les organes et les tissus. Et ces hémoglobines et le fer transportent également le gaz carbonique pour être excrété par les poumons. Donc, le fer transporte l'oxygène du cœur et ramène du gaz carbonique pour être excrété. Et quand l'oxygène arrive dans les cellules, il est métabolisé pour la création d'ATP, qui est de l'énergie. Donc, le fer est essentiel dans les transports d'oxygène et également dans le métabolisme d'énergie. Le cœur a également la capacité de recycler ces fers dans les hémoglobines pour les réutiliser. Mais cela ne veut pas dire en aucun cas que vous n'avez pas à consommer du fer à travers votre alimentation. Et nous allons parler de cela un peu plus en détail d'ici peu. Une autre chose intéressante est qu'il y a de nombreuses protéines, pas seulement les hémoglobines, mais d'autres enzymes et protéines essentielles pour le cœur ont également besoin de fer. Un exemple intéressant est la myoglobine. Eh bien, la myoglobine est une sorte de cousine, au moins en ce qui concerne sa structure, de l'hémoglobine. La myoglobine se trouve dans les tissus musculaires du corps et elle stocke temporairement du fer avant qu'il soit métabolisé par les cellules pour se transformer en énergie. Et une curiosité intéressante, enfin, cette vidéo est remplie de curiosités. Mais la première est que la myoglobine est ce qui donne la couleur rouge de la viande. Eh bien, ce que vous voyez dans la viande, le rouge, ce n'est pas du sang, c'est la myoglobine. Et le fer, qui comme nous le savons tous, est ce qui donne la couleur rouge. Et la curiosité numéro 2, est que le monoxyde de carbone, ce qui sort du pot d'échappement de la voiture, est létal pour les êtres humains car il se lie plus fortement aux hémoglobines que l'oxygène. Donc, l'oxygène ne peut pas être transporté car le monoxyde de carbone se lie mieux aux hémoglobines, ce qui cause en passant une asphyxie due au manque du transport d'oxygène dans le corps. Et la curiosité numéro 3 est que beaucoup d'infections bactériennes dépendent du fer pour survivre et se multiplier. Donc, quand le corps s'aperçoit d'une menace d'infection bactérienne, il essaye de diminuer l'accès de ces bactéries au fer qu'il a en lui. Ah, mais le corps humain est vraiment sensationnel. Et ne pas avoir assez de fer, comme vous le savez bien, est ce qui cause l'anémie. La carence en fer est la plus commune au monde et peut devenir de l'anémie. Et l'anémie est quand vous avez des quantités insuffisantes de globules rouges, d'hémoglobine, et que la respiration cellulaire et le métabolisme d'énergie du corps est compromis.
compromis en ce qui concerne l'excès de fer. Eh bien, le cœur a un système de contrôle d'absorption de fer qui est très efficace. Et cela par le simple fait que nous, comme aussi d'autres animaux, n'avons pas un mécanisme d'excrétion d'excès de fer une fois dans le corps. Le cœur ne peut pas excréter l'excès naturellement. Et cela veut dire que les contrôles d'absorption de fer se passent dans nos intestins. Le cœur va absorber donc les quantités de fer dont il a besoin. Car comme il ne peut pas excréter les excès, il les absorbe au fur et à mesure, selon ses besoins. Cependant, il existe certains problèmes génétiques qui peuvent entraver le contrôle automatique du cœur dans l'absorption du fer. Ce qui fait le cœur absorber plus de fer de ce dont il a besoin. Et cela est causé par l'hémochromatose, qui est quand vous avez un gros taux de fer dans votre sang. Cela est donc problématique, puisqu'avoir trop de fer peut endommager vos organes, etc. Mais cela est dû à un problème génétique. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons développer, ok? C'est pratiquement impossible ou bien trop difficile d'absorber du fer en excès, à moins que vous consommiez également des suppléments de fer en excès, ainsi que certains points dans votre style de vie. Et donc, pourquoi est-il difficile d'absorber beaucoup plus de fer de ce que nous avons besoin en suivant une alimentation naturelle? Eh bien, parce que comme je vous disais, le cœur a un contrôle extrêmement bon en ce qui concerne l'absorption du fer dans les intestins. Donc, même si vous ingérez plus de fer dans votre alimentation, issue des vrais aliments, le cœur absorbe seulement ce dont il a besoin. Une autre curiosité est que la vitamine C augmente l'absorption du fer non héminique par les intestins. Et le fer non héminique est celui qui vient des plantes. Et nous allons parler de cela aussi d'ici peu. Et si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous savez que certains minéraux impactent dans l'absorption de certains autres nutriments, n'est-ce pas? Et la vitamine C augmente donc l'absorption de fer par les intestins. Et cela peut être bon ou pas bon, selon les situations. Mais maintenant, en termes de biodisponibilité, et c'est-à-dire en termes d'absorption, combien est-il absorbable par le corps? Eh bien, pour cela, vous devez comprendre deux choses. Il existe deux fers qui sont utiles pour nous les êtres humains, le fer héminique et le fer non héminique. Le fer héminique est la forme la plus biodisponible, et c'est-à-dire qu'elle est la plus facilement absorbable et utilisable promptement par le corps. C'est le fer qui est donc le plus naturel pour nous. Il est celui qui est directement absorbé. Et ce fer héminique est disponible où? Eh bien, ce n'est pas une surprise, dans les aliments d'origine animale. Quasi exclusivement dans les aliments d'origine animale. Et puis, il y a le fer non héminique, qui est la forme la moins biodisponible, et c'est-à-dire qu'il est moins simplement absorbé et utilisé par le cœur. Il n'est pas sous la forme qui peut être absorbée rapidement par le cœur, au contraire du fer héminique. Et les principales sources de fer non héminique sont presque exclusivement les aliments d'origine végétale. C'est justement pour cela que quand nous entendons, et cela est très courant, que pour que vous ayez plus de fer dans votre corps, vous devez consommer plus de légumes à feuilles vertes. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça, non. Les meilleures sources de fer pour les êtres humains sont les aliments d'origine animale. Cela n'est pas une opinion, c'est un fait. Et je vais vous en parler un peu plus d'ici peu. Donc, le fer héminique d'origine animale est facilement absorbable et utilisable par le corps humain. Tandis que le fer non héminique n'a pas une si bonne absorption et ne peut pas être utilisé directement par le corps. Parlons maintenant de ce qui peut empêcher une bonne absorption de fer par le corps, surtout pour le fer non héminique. Eh bien, c'est la consommation d'antinutriments. Et je parle d'antinutriments ici depuis déjà un bon moment. Les antinutriments comme les oxalates, l'acide phytique, ainsi qu'autres types d'antinutriments, des polyphénols, pour lesquels certains insistent à dire qu'ils sont importants pour nous. N'importe quoi. Ces composants des plantes empêchent que les corps puissent absorber le fer non héminique. Et le calcium interfère aussi dans l'absorption du fer par le corps. Et les antinutriments sont présents dans les feuilles, dans les graines, dans les légumineuses, dans les céréales, dans les fruits à coque. Une autre chose qui peut impacter négativement l'absorption du fer par le corps est la théine dans les thés. Donc, ces composants chimiques des plantes entravent encore plus l'absorption du fer non héminique par le corps, qui est déjà moins absorbé à la base. Je suis allée faire quelques recherches sur justement l'absorption du fer par le corps et les antinutriments. Le fait qu'il diminue l'absorption du fer
n'est pas un problème quand les personnes consomment régulièrement des aliments d'origine animale. Cela devient problématique si vous basez votre alimentation sur la consommation de ces aliments qui sont riches en antinutriments. Et voilà encore une fois une piste bien claire de la nature qui nous montre ce que nous, les êtres humains, devrions consommer le plus et ce que nous devrions consommer le moins. Et ce qui devait être vraiment la diète optimisée pour nous, les êtres humains. N'est-ce pas? Le fer est extrêmement important pour la vie humaine et sa forme la plus absorbable est justement celle d'origine animale, la plus biodisponible. Tandis que celle d'origine végétale est moins absorbable et à cause des antinutriments encore moins absorbable. L'alimentation humaine ne devait jamais être basée seulement sur la consommation des plantes. Et la question du fer n'est qu'une seule petite piste dans ce sens. D'ailleurs, la carence en fer chez les personnes qui ne consomment pas d'aliments d'origine animale est bien documentée. Regardez cette étude avec moi qui est une révision des 27 études qui ont étudié la différence des niveaux de fer entre végétariens et non végétariens. Et la conclusion est la suivante. En conclusion, nos résultats montrent que les végétariens sont plus susceptibles d'avoir des réserves de fer plus faibles que les non-végétariens. Et cela, nous le voyons dans de nombreuses études. Normalement, les végétariens tendent à se tourner vers la nutrition et font beaucoup plus attention de sorte d'éviter des carences. Mais malgré cela, ils sont significativement plus nombreux à avoir des risques d'être carencés en fer. Encore plus selon comment ils sont puristes dans la façon de laquelle ils s'alimentent. Par exemple, il y a certains qui mangent plus de protéines d'origine animale, comme les œufs par exemple, et d'autres qui en consomment moins, en basant leur alimentation sur les végétaux, qui viennent avec tous les antinutriments et qui rabaissent encore plus l'absorption du fer non héminique. Maintenant, je vous invite à regarder avec moi les recommandations de l'Institut national de santé des États-Unis, qui est la recommandation de la quantité dont nous avons besoin d'ingérer de chaque minéraux, vitamines, etc. Et ils affirment que la recommandation officielle pour les végétariens est d'ingérer 80% plus de fer que les non-végétariens. Et cela pour essayer de compenser la faible biodisponibilité de fer dans les végétaux. Et cela pour les mêmes raisons. Parce que le fer des végétaux est moins absorbable et que les antinutriments nuisent encore plus les processus. Donc, pour les végétariens, il faut consommer 80% plus de fer que les non-végétariens pour essayer de compenser la différence et éviter une carence en fer. Et encore de la part de l'Institut américain, le fer héminique a une biodisponibilité plus élevée que le fer non héminique. La biodisponibilité du fer est d'approximativement 14 à 18%, issue d'une alimentation mixte, qui inclut la consommation d'une bonne quantité de viande, fruits de mer, etc. Et cette même biodisponibilité descend à seulement 5 à 12% dans les diètes végétariennes. Et cela ne parle même pas des diètes véganes, qui à mon avis est le pire attentat à la santé humaine. Donc ils affirment que l'absorption du fer est beaucoup plus optimisée chez les non-végétariens. Le maximum d'absorption de fer par un végétarien est moins élevé que le minimum d'absorption pour les non-végétariens. Et cela encore n'est pas une opinion, mais un fait. Maintenant, nous allons voir les meilleures et les pires sources de fer pour que vous n'ayez pas de problèmes d'anémie ou des problèmes avec le métabolisme d'énergie. Mais avant cela, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Abonnez-vous maintenant et cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines sans faute pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos. Des informations comme ici, vous n'en trouverez nulle part. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et donc, les meilleures sources, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de doute, ce sont les aliments d'origine animale, dont la viande rouge, comme la viande de bœuf, du gibier, du porc, les abats et principalement le foie de bœuf, les poissons de tout type, les fruits de mer, les volailles, en bref, tous les aliments d'origine animale sont d'excellentes sources de fer héminique qui sont plus biodisponibles pour le corps humain et sans aucun antinutriment. Et les pires sont celles qui vous absorbez mais pas de façon optimisée, qui sont les aliments d'origine végétale. Parce que c'est du fer non héminique qui est déjà moins biodisponible et qui vient avec des antinutriments, dont il y a les épinards. Qui ne se rappelle pas des Popeye qui mangeaient de l'épinard et qui avaient une force de lion? Eh bien, les personnes attendent à voir les choses d'une façon beaucoup trop simpliste. L'épinard contient X de fer. Waouh, c'est un super aliment. Eh bien, non.
Ne soyons pas simplistes au point d'oublier que ce fer est non héminique et qu'il sera seulement partiellement absorbé. Donc, ce qui est dans la fiche nutritionnelle ne sera pas forcément absorbé, ok? Et en parlant encore d'épinards, regardez ceci qui vient également de l'Institut national de santé des États-Unis. Certains aliments à base de plantes qui sont des bonnes sources de fer, comme les épinards, ont une faible biodisponibilité en fer car ils contiennent des inhibiteurs de l'absorption du fer, tels que les polyphénols. Et donc, ça ne sert à rien de tout miser sur la consommation d'épinards pour avoir du fer, puisque vous n'allez tout simplement pas l'absorber suffisamment. Vous en absorbez très peu. Et cela, encore une fois, n'est pas une opinion, mais un fait bien documenté. Eh bien, en parlant des mauvaises sources de fer, eh bien, il y a les céréales et les farines fortifiées en fer. Et oui, les aliments d'origine végétale sont si faibles en nutriments qu'ils doivent être enrichis avec du fer pour que les personnes ne soient pas carencées, de sorte à ne pas devenir anémiques. Ensuite, nous avons les haricots, les lentilles, les pois chiches, les cacao en poudre et du chocolat à 90% ou plus de cacao sont aussi une bonne source de fer. Mais ces sources sont toutes de fer non héminiques et toutes contiennent des antinutriments qui diminuent encore plus l'absorption du fer. Et maintenant, parlons rapidement de la ferritine. Eh bien, la ferritine est une protéine qui permet le stockage du fer dans le corps. Chez une personne saine, si vous faites une prise de sang, les niveaux de ferritine peuvent être associés à la quantité de fer qui est stocké dans votre corps. Cependant, les niveaux de ferritine dans votre corps peuvent être plus élevés que la normale si vous avez une infection de tout type dans votre corps, des cancers ou des maladies chroniques comme l'hépatite ou le foie gras par exemple, ok? Comme je vous disais dans le début de cette vidéo, un mécanisme de défense du corps est justement de garder les stocks de fer. Certaines endotoxines entravent un peu le fonctionnement normal du corps et celui-ci, en comprenant qu'il y a une menace, garde ces stocks de fer et libère de la ferritine dans le sang. Et quand la ferritine est dans le sang, les bactéries ont plus de difficultés à atteindre le fer dont elles ont besoin pour se multiplier et pour survivre. Et donc, avoir des taux élevés de ferritine dans le sang temporairement et sporadiquement peut effectivement être signe que vous avez une infection chronique ou aiguë dans votre corps. Et c'est pour cela que la prise de sang doit toujours être prise dans un contexte bien clair. C'est crucial d'analyser également d'autres marqueurs d'inflammation. Si la ferritine et les leucocytes par exemple sont élevés, c'est à cause d'une inflammation. Et si les niveaux de ferritine sont très élevés, cela pourrait être, comme je vous disais tout à l'heure, de l'hémochromatose. Et l'hémochromatose est un problème héréditaire qui vous fait absorber plus de fer, c'est dont vous avez besoin. Mais l'hémochromatose est assez rare. Oh là là, mais il y en avait des choses à parler sur le fer, n'est-ce pas? Si vous avez survécu et que vous êtes encore là, je vous félicite, bravo! Vous êtes donc vraiment bien engagé avec votre santé. Je pense vraiment que le savoir est notre plus grand pouvoir. Quand nous avons les bonnes informations et que nous basons notre alimentation sur la consommation des aliments les plus nutritifs au monde et la science, des choses fantastiques se passent. Et dans chaque vidéo, je vous montre 4 succès pour vous motiver. Des résultats réels, des personnes réelles qui sont en train de révolutionner leur vie. Comme nous montre aujourd'hui Juliane. Voici les photos de mon développement du début à la fin. L'important, c'est vraiment de se passer du sucre, de vaincre l'addiction au sucre. Moins 20 kilos en 13 mois. Bravo à toi, Juliane! Je suis super, hyper, méga contente pour toi, pour ces beaux résultats. Et je suis très contente également d'avoir pu y participer. Si vous aussi, vous voulez perdre du poids, en vous basant sur la science, sans jamais compter vos calories et sans jamais contrôler vos portions, tout en vous sentant en pleine forme, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants dans la méthode. Un endroit tout simplement magique, avec des personnes très bienveillantes et où vous allez trouver des recettes, des idées de repas, des vidéos exclusives, ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à m'aider à la partager. Ces vidéos me demandent beaucoup de travail, mais je pense vraiment que c'est très important que les personnes apprennent à l'importance des micronutriments pour notre corps et comment notre corps fonctionne également, n'est-ce pas? Eh bien, je m'arrête ici aujourd'hui et nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.